Alors, le harcèlement, en définitive, qu'est-ce que c'est? On a vu que il y a un certain nombre d'arsenals juridiques. La première réforme, c'était en 92, donc le délit pénal. De quoi parle-t-on, on va dire, juridiquement de harcèlement? Et si vous le voulez bien, si vous n'avez rien d'autre à préciser, eh bien, on va enchaîner sur une vidéo donc une interview que l'on a obtenue de Madame Elisabeth Sarato Rénal, qui est inspectrice du travail. Alors, qui de mieux une inspectrice du travail qui pourrait nous parler donc de législation. Donc, Elisabeth Sarato, c'est à vous. Le harcèlement dans le monde du travail et le regard que l'inspection du travail peut avoir dessus, si c'est de cela dont il est question, ce sont des dossiers très difficiles. Les moyens d'expression et la liberté d'expression, elle n'est pas la même de par le fait qu'il existe effectivement le contrat de travail qui crée ce lien de subordination. Du point de vue de l'aspect juridique, le Code du travail traite de différentes façons le harcèlement au travail. C'est-à-dire, il y a le rapport individuel au travail et le rapport collectif au travail. Ça, c'est dans le Code du travail, c'est bien spécifique. Et les élus du personnel et particulièrement la commission santé, sécurité et conditions de travail peut tout à fait s'occuper des dossiers de harcèlement. Et puis, il y a l'aspect individuel. Et dans l'aspect individuel, le salarié peut effectivement se manifester auprès du médecin du travail, auprès de l'inspection du travail. Donc, le salarié a l'opportunité de saisir l'inspecteur du travail pour des faits qu'il considère être des faits de harcèlement. Et nous avons des prérogatives très larges en matière d'enquête. C'est l'article L9113-5 du Code du travail qui, sur 4 points, nous donne tout moyen. Donc, on peut à ce moment-là demander des documents auxquels on n'a pas accès habituellement, enquêter auprès des salariés. On a tous nos moyens d'investigation habituels. Et d'ailleurs, dans les entreprises, il y a le référent aussi harcèlement. Même s'il y a des textes qui encadrent, qui prévoient et qui donnent à l'inspection du travail des moyens d'investigation importants, il n'en demeure pas moins que ce sont des dossiers qu'il est difficile de mener à bout de par la matérialisation de ce harcèlement qui souvent se fait sans témoin. C'est parfois même pas des mots. Ça peut être simplement une attitude méprisante, etc. Et comment faire? Parce que nous, inspection du travail, nous sommes des agents du constat. Et à partir de ce qu'on constate, on peut en tirer des conclusions. On a ce qu'on appelle le faisceau d'indices et on va aller sur des éléments qu'on peut recueillir. Idéalement des écrits. Il faut pas se leurrer. Le harcèlement, il faudrait vraiment être bête pour écrire à quelqu'un qu'on veut harceler et matérialiser le fait que l'on harcèle. Le harcèlement sexuel qui est intervenu tardivement. Il y a eu chronologiquement du point de vue légal d'abord le harcèlement moral, puis est venu le harcèlement sexuel avec notamment affichage obligatoire dans l'entreprise pour les employeurs et les textes coercitifs en matière de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, il est beaucoup plus facile parce qu'il suffit d'une fois et c'est clair, il n'y a pas de doute, on sait de quoi il s'agit immédiatement. C'est ce qui est aussi peut-être hélas le plus courant à l'insu même des personnes. C'est-à-dire que je peux à un moment donné dire quelque chose qui va être perçu comme une agression au titre du genre. Et ce qui est interdit, c'est de prendre des décisions pour un employeur en fonction du genre. Les faits de harcèlement sexuel sont parfois simplement des vocabulaires, des expressions, des traditions, etc., dont il faut sortir. La volonté de nuire et l'intentionnalité est moins évidente. Et pourtant, c'est beaucoup plus facile, il suffit d'une fois et ça suffit. En contrepartie, le harcèlement moral, c'est des actes répétés avec la volonté de nuire. Il y a des textes dans le Code du travail, c'est dans la partie 1, c'est dans la relation individuelle au travail. Donc, tout salarié qui a le sentiment de souffrir et d'être victime de harcèlement moral peut demander une médiation. C'est arrivé en 2008 dans le Code du travail. Ça ne bouge pas, ça se maintient. Et donc, le salarié peut
demander l'intervention d'un médiateur et à convenir avec l'employeur quel sera ce médiateur. La difficulté que l'on trouve dans l'entreprise, c'est se mettre d'accord sur le médiateur. Voilà. Bon, c'est très intéressant aussi de voir du point de vue de l'aspect juridique, c'est que il y a des décisions de la Cour de cassation qui ont considéré que dans la mesure où l'employeur n'avait pas mis tous les moyens pour protéger le salarié et tous les moyens en œuvre pour, en cas de harcèlement sexuel, lui donner, moral ou sexuel d'ailleurs, lui donner les moyens de résoudre le problème, et notamment par la médiation, une décision de la Cour de cassation qui dit « Monsieur l'employeur, vous n'avez pas utilisé la médiation, donc vous n'avez pas mis tous les moyens en œuvre, donc vous êtes condamné, vous êtes responsable de la situation du salarié. » Et on a aussi des décisions de la Cour de cassation, là c'est le salarié qui avait fait le recours, où la Cour de cassation a dit « Monsieur le salarié, votre employeur a mis tous les moyens, à tel point que l'inspecteur du travail avait demandé de mettre en œuvre la médiation, qu'il a mis en œuvre la médiation. Donc, on considère qu'il a vraiment fait tout ce qu'il était possible, que cette décision de médiation a été décidée en CHSCT, etc. Et que donc, non, l'employeur n'est pas fautif de la situation dans laquelle vous êtes, puisqu'il a mis en œuvre la médiation. C'est quand même assez intéressant, c'est-à-dire que effectivement, le salarié en situation de harcèlement peut demander une médiation et l'employeur, on a des décisions qui disent vous devez y aller, il faut absolument résoudre ce problème. Donc c'est vraiment très intéressant et ce n'est pas assez utilisé, me semble-t-il. Et c'est effectivement, en tant qu'inspecteur du travail, la première chose que je dis à un salarié, c'est est-ce que vous avez demandé à l'employeur une médiation pour résoudre, puisque là, vous avez des textes. Donc voilà pour ces rappels juridiques de ce qu'est harcèlement. Donc pour le droit, le harcèlement, c'est la répétition de propos et de comportements ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. Cela se traduit par des conséquences sur la santé physique ou mentale de la personne harcelée, et la loi punit toutes les formes de harcèlement en tenant compte de la fréquence et la teneur des actes. Donc, il s'agit d'actes ou de propos vexatoires, de menaces, de propos injurieux ou obscènes, d'appels téléphoniques également, de SMS ou courriers électroniques malveillants, de visites à domicile ou passage sur le lieu de travail. Il y a harcèlement quel que soit donc les rapports entre l'auteur et la victime, que ce soit des collègues de travail, des voisins, des élèves d'un même établissement, etc. Donc 3 caractéristiques que l'on peut retenir. Donc d'une part la violence, la répétitivité et l'isolement de la victime sont à retenir d'un point de vue juridique. Alors, est-ce que vous auriez des précisions à donner ou des commentaires à faire peut-être ? Ce qu'on voit, c'est surtout la souffrance qui s'installe et la difficulté à sortir d'un engrenage. Ce qu'on peut observer aussi, alors là je fais référence aux cas qui sont qualifiés de harcèlement, notamment en entreprise, pour l'avoir constaté et vu, c'est qu'en fait, dans un même groupe, une personne peut se sentir harcelée, une seule. Et puis les autres trouvaient que, par exemple, et je fais référence notamment au mode de management, au passage de consignes, et bien d'autres vont trouver qu'elles sont harcelées, alors que certaines vont dire, bon, non, c'est un mode classique de passation de consignes ou de rappel sur des consignes à réaliser. Donc, la perception des uns et des autres en fonction du vécu, peut-être de l'éducation aussi, mais souvent du vécu dans d'autres entreprises, par exemple, dans d'autres situations, font que tout le monde n'a pas la même perception de ce qu'est une relation au travail. Quand tu dis perception, c'est en fait par rapport à son vécu, par rapport à son référentiel d'une manière générale, oui. Où il y a une lecture qui peut être différente d'une personne à l'autre. Tout à fait.
Merci, ça. Jo. François, tu aurais Oui. quelque chose à rajouter? Tout à fait. Elisabeth nous parle de médiation dans son témoignage, qui est intégré dans des dispositifs. Malheureusement, le médiateur, dans de nombreux cas, est appelé en dernier recours. Une fois que les enquêtes, par exemple, ont été menées, que la situation relationnelle est toujours compliquée, même c'est peut-être encore plus dégradé. Je vais peut-être choquer certaines personnes, mais dans un sens, le plus simple, c'est peut-être quand l'enquête démontre qu'il y a bien eu harcèlement, quel qu'il soit. On a une victime, on a un coupable dans l'entreprise et peut-être un futur coupable au niveau juridique. Mais lorsque les résultats de l'enquête sont négatifs, comment fait-on? Comment fait l'employeur? Comment fait la personne qui a déclenché cette enquête et qui s'est sentie harcelée? Comment fait la personne qui a été incriminée de harcèlement? Et on voit que là, dans cette situation, au niveau relationnel, ça peut être compliqué. Donc, c'est une réflexion à avoir. Quel moment doit faire intervenir un médiateur? Donc, ce que tu dis, c'est que le droit qui invite les parties nécessairement à faire une enquête préalable n'est pas opportune d'un point de vue relationnel. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un exemple que j'ai. En tant qu'avocate, un homme était venu me voir en m'indiquant que il avait été donc accusé de harcèlement donc sur la personne de sa collègue de travail. Les deux personnes travaillaient depuis plus de 10 ans ensemble. Donc c'est dans un grand supermarché, une grande enseigne. Il y a eu cette enquête, cette fameuse enquête, et qui a été très très mal vécue par lui, mais également par elle, parce qu'elle ne voulait pas à un moment donné que ça parte en harcèlement. Elle voulait à un moment donné très certainement qu'il y ait des explications, mais de voir que son collègue de travail allait être pointé du doigt et que tout ce qui pouvait être sorti sur cette personne est sorti, a fait bien mal. Eh bien, la résultante a été que cette personne finalement a démissionné, a capitulé, qu'il n'y a pas eu de rencontre qui s'est faite et qu'on s'est retrouvé avec une personne coupable en se disant s'il a démissionné, c'est de ma faute, et une personne qui était depuis 10 ans en poste, culpabilisée, bien évidemment, et puis très mal dans sa peau, peur d'être jugée, mal-être d'être à nouveau critiqué par ses collègues de travail, bref, une ambiance délétère qu'il a préféré quitter. Donc, les conséquences en fait du harcèlement sont parfois de ce que l'on qualifie de harcèlement, et la méthodologie que l'on utilise n'est parfois effectivement pas adaptée.